Journaliste, fondateur d'Investig Action, qui a pour objectif, je vous cite, de décoder l'information et de diffuser des textes de citoyens qui n'ont pas voix dans les médias traditionnels. Vous venez de publier Libye, OTAN et médias mensonges. Des médias mensonges, vous en aviez déjà fait sur la guerre du Golfe, sur la guerre en Yougoslavie. Quand vous regardez, commençons par la Libye, si vous le voulez bien. La Libye aujourd'hui, est-ce qu'elle est plus inquiétante pour vous qu'elle ne l'était hier, Michel Colomb? Je pense oui, parce que c'est quelque chose qu'on avait dit dès le début, c'est qu'en Libye, l'OTAN, les États-Unis, la France ont fait alliance avec Al-Qaïda, avec le groupe islamique de combat libyen, qui sont des terroristes, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports de la CIA, les rapports des ambassades des États-Unis révélés par Wikileaks, ce sont des terroristes recyclés. Et ce qui est paradoxal... Pardonnez-moi, ils l'ont fait volontairement, d'après vous? Oui, parce que, contrairement à ce qu'on dit, Kadhafi avait des ennemis, mais avait aussi un grand soutien. La Libye, comme on l'avait dit dans une émission précédente chez vous, c'est un pays de tribus. Il avait un soutien à cause de ses réalisations sociales, à cause du fait qu'à la différence de Ben Ali ou de Moubarak, c'était pas tout dans la poche et on laisse le peuple dans la pauvreté. Il y avait une redistribution. Le chauffeur de taxi, il avait une maison, il avait un appartement, il avait l'électricité gratuite, il avait l'éducation, les soins de santé, même s'il se faisait opérer à l'étranger. Donc un petit contraste avec le chauffeur de taxi dont vous avez parlé. Donc effectivement, Kadhafi avait un soutien et la seule force qui pouvait le renverser, c'était ces anciens terroristes, d'ailleurs liés à des tribus qui dans le passé ont collaboré avec les envahisseurs italiens et britanniques. Donc ce n'est pas une surprise. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'on nous dit qu'on mène un combat pour la démocratie et contre le terrorisme, et en fait, on utilise des terroristes pour, évidemment, une guerre du fric, encore une fois. Il n'y a pas de guerre humanitaire, ça n'existe pas. Alors, si c'est une guerre du fric, excusez-moi, c'était quoi la raison pour laquelle les Français, les Anglais, les Américains sont allés, d'après vous, mettre au pouvoir des anciens d'Al-Qaïda? Il y a plusieurs raisons. Le pétrole, bien entendu, et là, il faut signaler qu'il y a une rivalité. Il faut s'interroger pourquoi les Anglais et les Français sont enthousiastes pour cette guerre et les Allemands et les Italiens disent non. Et là, dans le livre que vous avez mentionné, j'ai analysé que les uns, ils avaient reçu des beaux contrats et les autres pas. Donc c'est la redistribution du gâteau. Mais il y a aussi un autre élément important, c'est que Kadhafi, à part le fait qu'il soutenait les Palestiniens, donc ça c'est pas bien, en fait, il servait un peu de financier alternatif pour des pays africains. La Libye était un des seuls pays non endettés auprès du FMI, qui maintenant est en train de courir avec ses vieilles recettes habituelles qui ont fait des désastres partout. Donc ils n'étaient pas endettés, ils utilisaient l'argent du pétrole, non seulement pour donner un niveau de vie appréciable et aux Libyens et aux immigrés noirs, et aussi pour financer des projets alternatifs, des projets de développement de pays africains. Donc il faut s'interroger pourquoi en Europe il y a une telle soi-disant unanimité, je pense fabriquée par les médias, que tout le monde trouve que c'est bien, et pourquoi en Afrique il y a une quasi-unanimité dans l'autre sens, en disant que ce qu'on a fait, ça viole le droit international, que c'est effectivement une guerre pour le fric, et que c'est un très dangereux précédent. J'aimerais me justifier, puisque j'ai été accusé sur 2 points. 1, de voir des complots partout, et 2, de ne pas voir que cette merveilleuse guerre était parfaitement légale. Le premier point, je voudrais quand même remarquer qu'on a eu beaucoup de rapports et de confidences indiquant que les services secrets français, britanniques et des États-Unis étaient à l'œuvre sur le terrain au moins 6 mois avant cette révolte spontanée et que des armes ont été fournies et qu'au 2e jour des manifestations, on attaque les prisons et les commissariats et on libère des fanatiques, des terroristes et des mafieux à l'arme lourde, avec des armes anti-chars. Je n'ai pas vu ça à Tunis, je n'ai pas vu ça au Caire, et donc je pense qu'il faut aller plus profondément. Et sur cette question de théorie du complot, j'aimerais citer quelqu'un qui n'est pas un pacifiste exalté, mais qui est le général Wesley Clark, l'homme qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie. Et à sa retraite, il va faire un tour au Pentagone. On est là en novembre 2001. Les États-Unis sont en train d'attaquer l'Afghanistan. Et il va bavarder avec un général avec qui il a travaillé. Et le général lui dit, si vous le permettez, j'ai ici une note venue d'en haut, donc du ministre de la Guerre Rumsfeld, qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et pour finir l'Iran. On est fin 2001. Alors il faut réfléchir que ces guerres ne sont pas décidées au dernier moment parce qu'il y a quelques manifestants qui se font tuer, pas du tout dans les proportions qu'on a racontées.
On a parlé de bombardements sur la population, mais tous les rapports d'Amnesty, Human Rights Watch, etc. disent que c'est un bobard. Churchill disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et on a commencé la guerre contre l'Irak avec les armes de destruction massive, l'alliance avec Al-Qaïda, et puis après on s'est aperçu qu'on avait complètement manipulé l'opinion. Et le deuxième point, cette guerre soi-disant légale et merveilleuse, je voudrais rappeler que disait exactement la résolution 1973 que vous citiez. Elle disait « Cessez-le-feu, embargo sur les armes, zone d'exclusion aérienne et interdiction d'intervenir au sol ». Parce que le prétexte de départ, c'était de protéger les populations civiles. Entre parenthèses, on a fait exactement le contraire. On a attaqué pendant 6 mois, on a livré des armes à un camp, on a utilisé l'espace aérien pour ce camp et on a déployé des agents occidentaux sur le terrain. Donc il faut voir qu'en fait, on s'est fait avoir dans cette chose-là, et il faut voir à qui profite le crime, quels étaient les intérêts derrière. Il y avait un plan de toute l'Union africaine, il y avait aussi toute l'Amérique latine qui avait fait un plan de cessez-le-feu et de paix accepté par Kadhafi, qui prévoyait un cessez-le-feu, des élections, une nouvelle constitution, un contrôle international. C'était quand même la meilleure manière d'arrêter les massacres. Qui l'a refusé? L'OTAN et les insurgés. Parce qu'il n'était même pas sûr, à mon avis, vu que Kadhafi avait un soutien beaucoup plus grand que ce qu'on dit, il n'était même pas sûr de l'emporter. Les insurgés, c'est une minorité finalement. J'aimerais citer M. Kissinger, qui est un des plus grands criminels politiques de l'histoire des États-Unis, qui disait « Les grandes puissances n'ont pas de principe, seulement des intérêts ». J'aimerais qu'on m'explique pourquoi, si vraiment on fait la guerre contre Kadhafi pour la démocratie, dans le même moment, on envoie des Saoudiens au Bahreïn mitrailler les manifestants. Quand au Yémen on fait la même chose, le ministre des États-Unis de la guerre, M. Gates, vient le lendemain de cette tuerie et dit c'est pas mon rôle de m'ingérer dans les affaires du Yémen, donc j'aimerais qu'on m'explique ça, mais ce ne sera pas possible ce soir. Je voudrais intervenir sur la question Tunisie-Islam. Je trouve qu'il y a effectivement un danger de diaboliser, de voir cette religion comme un tout et de confondre religion et politique là-dedans. Pour avoir l'occasion de discuter avec beaucoup de musulmans, très peu se reconnaissent vraiment, c'est une minorité désespérée qui se reconnaît dans ce genre d'extrémisme. Et je pense qu'il y a un problème de faire comme si en Tunisie, la seule question maintenant, c'était islam ou pas. La question, c'est est-ce qu'on continue Ben Ali sans Ben Ali, c'est-à-dire le même système. Le problème, c'est pas seulement de voter. Ben Ali, c'était quoi? C'était un dictateur, mais il ne décidait pas grand-chose. Il décidait au profit des... Il appliquait la volonté de l'étranger. Les richesses du pays, que ce soit le phosphate, le tourisme et les services, ça partait à l'étranger pendant que le chauffeur de taxi tunisien restait pauvre. Et la mafia tunisienne en a profité. C'est une mafia nationaliste. Je n'ai pas interrompu. Je voudrais juste finir sans être interrompu. Le point, c'est que l'enjeu maintenant est de savoir si on va changer les règles du jeu économique et social qui font qu'une toute petite élite est très riche et que la majorité des gens n'en sort pas. Et ça, cette question, elle traverse les partis, qu'ils soient islamiques ou autres. En Égypte, les frères musulmans, la direction est clairement la carte de rechange des États-Unis qui se prépare. Le régime militaire, s'il ne continue pas, on met les dirigeants des frères musulmans à la place. Mais les frères musulmans ont aussi éclaté en 5 courants parce que beaucoup n'acceptent pas ça et veulent non seulement la démocratie, mais aussi la justice sociale.